Alors, je vais vous faire un petit point sur la transmission du feu par les façades. C'est quelque chose qui est évoqué dans une instruction qui s'appelle l'IT 249. Alors, c'est quelque chose qui a... Voilà, oui, j'ai rappelé avec ces petits croquis, c'est pas mal. Ça permet de comprendre la notion de risque qui existe dans un ouvrage soumis à un feu. Il y a le risque numéro 1, c'est-à-dire qu'il y a un feu dans un ouvrage et puis que ce feu puisse se transmettre à la façade qui est devant, le bâtiment qui est en face. Il y a le cas d'un feu qui va être en pied de l'immeuble, donc le feu va pouvoir tendance à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Il va falloir prendre les dispositions nécessaires. Et puis le feu, bien sûr, quand il va être à l'intérieur d'un logement, il va vouloir essayer de passer au-dessus pour rentrer dans le N+1, voire même dans le N+2. Donc l'instruction technique, elle est là pour donner les éléments qui vont permettre de pallier à ces risques de transmission du feu. Alors les critères que l'on a, le premier critère, c'est que l'allège placée au niveau N+2, on va imaginer qu'on a un feu ici, l'allège placée au niveau N+2, donc on est ici, considérant le feu intérieur au niveau N, ne doit pas s'enflammer. Le second critère, c'est que la façade ne doit pas se percer sous l'action du panache de flamme extérieure qui émerge ici. Donc le feu va faire ça, il va vouloir tendance à rentrer ici. Il ne faut pas qu'il passe la façade. Et puis enfin, le troisième critère, c'est que là, vous avez des gaz chauds qui sont mis sous pression, qui vont avoir tendance à vouloir passer ici, donc il va falloir bloquer le passage de ces gaz. Voilà en gros ce qu'il va falloir définir à l'intérieur de l'IT 249 pour qu'on puisse faire des opérations bois fiables. Alors en 2010, il y avait une révision de l'IT 249, parce que ça ne concerne pas que le bois, hein, c'est de manière très générale. Et dans cette révision, un peu sous l'influence de l'État d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidés, un certain nombre de solutions bois avaient été intégrées, je crois qu'il y en avait 6 ou 8, dont la plupart sont conservées et certaines ont évolué. Il avait été dit que l'étanchéité aux flammes et au gaz est assurée aux jonctions des façades planchers par la mise en œuvre d'un calfeutrement de laine minérale, masse volumique minimale de 70 kg. Si un système d'isolation par l'intérieur est placé devant l'élément ossature bois, il est conforme à l'article AM8, ça c'est les articles qui permettent de définir la réaction au feu des isolants. Un complément d'isolation peut être ajouté par l'extérieur sur le panneau. Une bavette en acier est fixée à chaque niveau, mais rien n'était vraiment précisé là-dessus. Et si des isolants autres que A2S3D0 sont introduits dans les solutions constructives, que ce soit dans les éléments ossature bois en extérieur, leur utilisation est assujettie à une étude. Donc ça veut dire que tous les isolants biosourcés s'étaient défendus. Alors voilà, il y avait toute une série de petits dessins comme ça qui étaient présents dans cette ancienne IT 249 où on retrouvait des exigences. Ce qu'on appelle oui, enfin, je vais revenir après, donc c'est peut-être pas la peine. Le feu sortant, la qualification du feu sortant. La qualification pour un feu rentrant. La qualification de ce nœud ici pour le passage des flammes, et puis ici pour la transmission du feu. Alors dans les essais, je vais vous montrer, il y a toute une série d'essais qui ont été faits. Le gros problème qui a été vu, c'est la transmission du feu par le bardage. Ça, c'est un gros problème, parce que le feu a tendance à s'engouffrer dans cette partie-là, à se propager derrière le bardage, et ensuite à venir rentrer dans le logement. Ça, c'est vraiment la grosse problématique qui a été vue. Et la difficulté, c'est que si vous avez une menuiserie ici, il faut trouver une solution de manière à ce que le panache de feu puisse se décaler et ne vienne pas percer l'allège qui est ici. Alors un document a été réalisé qui est disponible. Vous pouvez le télécharger à différents endroits, soit sur le site du Codifab, soit sur le catalogue bois construction. Catalogue construction bois, pardon. Cette instruction, elle concerne les ERP et tous les bâtiments d'habitation de la 3e et 4e famille. Donc dès qu'on est R+3 et quelques, on passe en 3e famille. En dessous, en revanche, on n'a pas besoin d'appliquer cette IT 249, bien que ça ait été pas mal en discussion ces temps-ci, je ne sais pas où ça en est, vu, vous avez tous entendu parler en Angleterre de Greenfield, de différentes choses. Donc il y avait un peu une poussée pour dire est-ce qu'il ne faut pas l'appliquer également en 2e famille, mais il semblerait que pour l'instant, ce ne soit pas la décision qui a été prise. Alors après ces dessins qui avaient été introduits dans l'IT 249, il l'avait été, mais sans justification d'essai. Donc, les années qui sont venues après, l'État et puis les professionnels ont dit il faut qu'on fasse des essais pour justifier ce que l'on a écrit, voire le modifier. Et toute une série d'essais ont été réalisés.
D'abord des essais, ce qu'on appelle les essais SBI, pour voir comment se comporte le bardage en fonction de sa nature, de son orientation et de ses supports. Et là, il y a déjà une vingtaine d'essais qui ont été réalisés. Alors c'est un essai normalisé, hein. Voilà, horizontal, vertical, géométrie des lames, présence et géométrie des déflecteurs, présence de dispositifs d'obturation de lames d'air, présence et qualité d'un écran thermique. Tout ça a été testé. Et en parallèle, vous avez un deuxième essai qui s'appelle l'essai Lepire 2. Je ne sais pas si ça parle. Non, c'est parce que ce n'est pas toujours très connu. L'essai Lepire 2, c'est l'essai normalisé qui va permettre de savoir si le feu... On va mettre on a une cage en béton ici. On va monter une façade. Ici, c'est une façade bois. On va mettre à l'intérieur du bâtiment une charge en bois qui est dimensionnée au niveau des mégajoules. On met le feu et on va voir le temps qu'elle met pour passer au-dessus, ce qui va permettre de savoir si on assure les niveaux de résistance au feu. Alors toute une série d'essais ont été faits avec des variantes, bardage ventilé, épicéa, Douglas, des supports de bardage différents, des systèmes de déflecteurs variables, des isolations essentiellement en laine de verre, mais je crois qu'il y a également une laine de roche, non c'est laine de verre, une boîte de cellulose également. Et on arrive à peu près à une douzaine d'essais. Alors un essai, ça coûte quand même dans les 50 000 euros, donc ça chiffre quand même assez vite. Mais ça a permis d'arriver à pas mal de résultats. Donc le résultat de ces essais est condensé à travers un guide qui présente les solutions qui sont acceptables pour répondre à l'IT 249. Alors ce document, il faut bien savoir qu'il a une valeur d'appréciation de laboratoire, c'est-à-dire qu'il est automatiquement reçu par un bureau de contrôle. Il n'est pas discutable. C'est un document qui est tout à fait officiel. Il s'applique à l'ossature bois, mais il s'applique aussi aux panneaux bois massifs contre-collés et contre-cloués, dans la limite des prescriptions fixées par les référentiels. Alors il y a eu un courrier également de l'État, parce qu'il y a toujours des questions qui se posaient sur l'application de ce document, puisqu'en fait l'IT 249, elle existe toujours, mais elle n'a pas été mise à jour. Donc il y a eu un courrier il n'y a pas si longtemps que ça, oui c'est 2017 je crois, au niveau du ministère de l'Intérieur précisant que il y a tout un texte, une campagne Lepire a été réalisée, les essais dont je viens de parler, par les laboratoires CSTB FCBA, mandatés par Codifab, DHUB, France Bois Forêt. Le résultat de ces essais permet de préciser le paragraphe 2.4 de l'IT 249 de 2010. Ces nouveaux éléments techniques sont compilés dans l'appréciation de laboratoire jointe à cette note. Ça veut dire que tous les éléments que vous trouvez ici dans le document sont valables et sont utilisables. Alors maintenant, on va balayer un petit peu les dispositifs techniques qui permettent de réaliser cette sécurité au feu. Donc la résistance au feu sortant, in, out. La résistance au feu rentrant, out, in, le E, out, in. L'étanchéité au niveau des gaz, en 2 et en 3. Alors pour ce qui est du feu sortant, déjà, il vous suffit d'aller sur le site catalogue construction bois. À l'intérieur de ce catalogue, vous allez trouver des combinaisons de murs avec une plaque, deux plaques, un BA15, un BA18 qui vont vous donner directement la résistance au feu de la paroi. Feu sortant, j'entends. Donc ça, c'est assez facile à trouver. J'ai mis 2 fois d'ailleurs, tiens, je m'aperçois. Donc on est bien sur du feu in-out, le E in-out, feu à l'intérieur qui sort. Alors aujourd'hui, toutes les solutions que l'on trouve dans le guide sont des solutions dans lesquelles c'est la contre-cloison ou le plafond intérieur qui joue à lui seul le rôle de résistance au feu sans participation de la structure bois. Alors j'insiste là-dessus, c'est important. Vous avez ici une vue reconstituée dans un essai Lepire. Donc vous imaginez ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez une caisse en béton, puis normalement vous avez une paroi ici. Le feu s'est développé ici, donc il se focalise dans la partie arrière qui s'est échauffée. Vous avez un peu de pyrolyse, et donc des échanges avec l'oxygène et un panache de flammes qui va faire comme ceci. Si on fait cet essai avec, on l'a fait l'essai, avec du CLT, le CLT reste apparent ici, vous avez une forte pyrolyse, dégagement de gaz avec l'oxygène, et donc vous avez
une combustion qui se met en place et qui se déroule beaucoup plus longtemps que prévu au niveau de l'essai, et avec un panache de fumée qui est beaucoup plus important. De flamme qui est beaucoup plus important. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, tout ce qui est mis ici est valable uniquement avec la protection avec la plaque de BA13. Donc les solutions qui consistent à laisser par exemple du CLT apparent à aujourd'hui ne sont pas utilisables dans un système de 4e famille par exemple. J'ai assisté à l'essai, hein. C'est assez impressionnant parce que là où normalement le feu devrait s'éteindre puisque la charge est complètement consumée, en fait le feu rampe sur les parois, il y avait un CLT apparent ici et un CLT apparent également en sous-face, il rampe sous les parois, ce n'est pas un feu très développé mais il rampe. Au bout d'un moment, vous commencez à avoir des éléments de bois qui tombent, c'était du CLT, parce qu'au niveau de la colle a lâché, et vous avez le premier pli du CLT qui est en train de tomber. Donc voilà. Donc là, il y a des choses quand même qui seront à voir. Donc c'est une solution qui sera sûrement, qui demande un petit peu d'encadrement, donc qui va être étudiée, mais pour l'instant, on est obligé de doubler avec des plaques de plâtre. Maintenant, on va passer au feu out-in, donc le feu qui va vouloir rentrer au niveau de la lège. Alors pour empêcher cela, on va mettre un écran thermique. Là, on est à l'extérieur, vous voyez le bardage, on va voir la ventilation, et bien derrière le bardage, on va mettre ce qu'on appelle un écran thermique qui va empêcher le feu de se propager. Quels sont les éléments qui permettent de faire écran? Vous avez des plaques de plâtre de manière classique, hydrofuge en BA13 ou BA18 si on nous demande un E supérieur à 60 minutes. Vous avez la possibilité de mettre des plaques de plâtre renforcées fibre de cellulose, minimum 12,5 en épaisseur et A2S3D0. Vous devez savoir ce que c'est, il n'y a qu'un fabricant qui fait ça. Vous voyez, non? Bah oui, c'est Fermacell, il n'y en a qu'un, vite fait. Voilà. Comme écran, toute plaque qui est à minima A2S3D0 et qui justifie d'un PV de classement de résistance au feu EI30. Vous avez également la possibilité d'utiliser une laine de roche entre 60 et 100 mm d'épaisseur dont la masse volumique supérieure sera supérieure ou égale à 70 kg par mètre cube avec une pose horizontale en contre-ossature de manière à bien croiser avec l'ossature principale. Alors ça c'est assez intéressant parce que dans un mur ossature bois, vous faites un mur classique, vous utilisez la contre-isolation extérieure pour faire écran. Ça c'est une solution qui est assez prisée. On a également la possibilité d'utiliser des panneaux de contreplaqué inifugés, classés BS2, ça doit être un 2, D0, d'épaisseur minimale 15 mm. Alors il y a une petite différence, je vais passer, suivant que la façade est porteuse ou non porteuse, il faudra se référer au document, il y a une petite subtilité. Et de la même manière, les panneaux de particules liés au ciment, conformes à la norme, blablabla, d'épaisseur minimale 12 mm, classés BS3 D0, 15 mm. Et là aussi, en termes de fabricants, à ma connaissance, il n'y en a qu'un, c'est Viroc. Je ne connais pas d'autres. Donc voilà, on a pas mal de possibilités au niveau des écrans. Alors quelque chose qui revient quand on va travailler sur la sécurité incendie, c'est cette fameuse question du C+D, dans lequel vous avez une valeur qui est conditionnée par la masse combustible de la paroi. Première chose, c'est que dès lors qu'un écran thermique est mis en œuvre, parmi ceux prescrits que l'on vient de voir, vous en avez toute une ribambelle, la masse combustible mobilisable qui est derrière cet écran n'est pas à prendre en compte dans un calcul. On la neutralise. Ça vaut pour tous les écrans, sauf deux cas particuliers, si vous avez un panneau de contreplaqué ou en bois ciment. Parce que dans ce cas-là, ce sont des éléments qui sont combustibles et qui vont participer à la masse combustible de la paroi. Alors j'ai mis un petit tableau que j'avais fait il y a bien longtemps, celui-là, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas toujours la masse combustible, comment on la calcule. En fait, on va calculer la masse de bois. Si je prends un mur ossature bois, j'ai du bardage, 9 km², du tasseau, on va dire 1 km², ça fait 10. Un panneau d'OSB, 17. De l'ossature, 27, 28. On va arrondir à 30 kg. Cette valeur de bois, je la multiplie par la valeur en mégajoules, c'est-à-dire par 17 pour le bois. Vous faites 30 multiplié par 17 et vous avez la valeur en mégajoules dégagée par un mètre carré. Donc 30 par 17, merci, ça fait 510. Donc 510, si je regarde mes valeurs de C plus D, je suis très au-delà de ces valeurs, donc je suis toujours au taquet du C plus D. Par contre, je peux neutraliser une partie. Je peux considérer que j'ai mis un écran ici.
Donc les 7, 11, je peux les enlever, je vais donc rester à 10. 10 par 17, je suis quand même à 170. Donc dès que je vais mettre un bardage, je serai quand même au taquet du C plus D. Si je veux diminuer mon C plus D, ma seule solution, c'est d'amener un écran qui va me permettre de neutraliser ce qui est derrière et d'amener une vêture à faible masse combustible. Donc là, on a le métal, on a de l'ardoise, on a de la brique qui vont très très bien. Alors je vous ai dit que dans l'ancienneté de 149, les isolants étaient soumis à l'article AM8 de la réglementation feu, donc les isolants biosourcés ne trouvaient pas leur place, puisqu'ils sont tous classés E. Mais maintenant, lorsque la façade est protégée par un écran thermique à minima A2, S3, D0, il est admis de mettre en œuvre des isolants biosourcés derrière l'écran thermique, sous condition que le revêtement de bardage ventilé présente lui-même une réaction à minima BS3, D0. Donc ça veut dire qu'avec un bardage bois, ce ne sera pas possible, mais avec une autre vêture, vous avez la possibilité dans une ossature de mettre un isolant biosourcé. Et ça n'existait pas avant. Ah, il y a des choses qui ont dû sauter, c'est pas grave. Troisième point, alors qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'étanchéité au gaz, c'est-à-dire ce nœud entre la partie verticale et puis la partie horizontale. Dans l'ancienneté de 149 était évoquée une laine de roche avec une densité de 70 kg pour faire le joint entre ces éléments. Alors le problème, c'est que quand vous prenez une laine de roche de 70 kg, vous voyez ce que c'est, hein, vous pouvez appuyer dessus en quelques millimètres, quoi. On peut la tasser de quelques millimètres, mais pas plus. Et quand on travaille en particulier en mixité bois-béton, ici, vous avez des variations de rectitude du béton que l'on n'arrive pas à compenser avec une laine de roche de cette densité. Donc ça a été modifié. Et désormais, on peut prendre une laine de 40 kg au mètre cube, mais que l'on va demander à être recomprimée à 75% de sa valeur nominale. En clair, vous mettez une laine de 40 mm, par exemple, il faudra qu'elle soit comprimée à minima à 30 mm. Nettement plus pratique qu'avant. De toute façon, je crois que c'est ce qu'on fait sur la plupart des chantiers quand même. Bon. La compression de cet élément minéral devrait être assurée par une ou plusieurs lisses de bois, ou autre d'ailleurs, de 70 mm d'épaisseur minimum. C'est ce qui est ici, pour être sûr d'avoir une compression de la laine minérale. Si on a une exigence réglementaire de résistance au feu qui est supérieure, supérieure ou égale à 90 minutes, et bien dans ce cas, la laine de roche doit être soutenue par une tôle en acier d'au moins 1,5 mm d'épaisseur, une 15/10, fixée à la sous-face du plancher par des fixations tous les 500 mm. Niveau sécuritaire.